Bonjour à tous, on commence aujourd'hui avec cette citation d'Alfred Sauvy. Relisez-la bien. Bien informés, les hommes sont des citoyens. Mal informés, ils deviennent des sujets. Elle date un peu, mais franchement, elle pourrait avoir été écrite hier, non? Elle pose une question absolument fondamentale. L'information qu'on reçoit tous les jours, est-ce qu'elle nous aide à penser par nous-mêmes ou est-ce qu'elle nous rend plus facile à manipuler? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble. Notre sujet du jour, c'est donc de plonger dans les coulisses de l'information. On va essayer de comprendre ensemble ce combat permanent entre la quête de vérité d'un côté et la tentation de la manipulation de l'autre. Un combat qui a commencé bien avant nous, avec les premiers journaux, mais qui prend une dimension complètement nouvelle aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, des infox et de ce qu'on appelle la post-vérité. Alors voici notre parcours. On va d'abord remonter le temps, au 19e siècle, pour voir comment la presse est née et pourquoi elle a tout de suite été perçue comme une révolution. Ensuite, on verra comment les puissants ont très vite compris qu'on pouvait s'en servir pour manipuler l'opinion. Dans un troisième temps, on parlera de la réaction des journalistes eux-mêmes, de leur quête d'une éthique. Et enfin, on reviendra à notre époque pour analyser la guerre de l'information qui se joue sous nos yeux. Alors c'est parti pour la première étape. Au 19e siècle, on a commencé à appeler la presse le quatrième pouvoir. Imaginez un peu, on la mettait au même niveau que le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. C'est dire si on a tout de suite compris son importance. Mais évidemment, ce nouveau pouvoir a immédiatement déclenché un débat féroce. Était-il une chance pour l'humanité ou une menace pour la société? Et ce débat, il est parfaitement résumé ici. D'un côté, vous avez Chateaubriand. Il utilise une métaphore géniale, l'électricité sociale. C'est nouveau, ça fait un peu peur, c'est puissant, mais c'est le progrès. On ne peut pas revenir en arrière, il faut apprendre à vivre avec. Et de l'autre côté, le prince de Polignac, qui représente le pouvoir en place, voit ça d'un très mauvais œil. Pour lui, la presse, c'est le désordre, le chaos, une menace qu'il faut supprimer. On a vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. Bon, interdire la presse, la censurer, c'est une stratégie. Mais il y en a une autre, beaucoup plus subtile et peut-être bien plus efficace, la contrôler de l'intérieur sans que personne ne s'en rende compte. C'est là qu'on entre dans notre deuxième partie, l'art de la manipulation. Et cette idée, elle a été théorisée de façon magistrale par un certain Maurice Joly. Dans un texte incroyable, il imagine un dialogue aux enfers entre Montesquieu et Machiavel. Oui, le Machiavel du Prince. Et il fait dire à Machiavel comment, concrètement, un dirigeant peut contrôler l'opinion publique. Et vous allez voir, ça fait froid dans le dos. Alors comment ça marche? C'est une recette en 3 temps. Un vrai petit manuel du parfait manipulateur. Première étape, le pouvoir finance en secret des journaux qui ont l'air d'être dans l'opposition. Deuxième étape, il utilise ses faux opposants pour lancer des idées, des ballons d'essai et voir comment le public réagit. Et troisième étape, le coup de génie, si l'idée passe mal, le pouvoir n'a qu'à critiquer publiquement ce journal, qu'il contrôle. Le résultat est parfait, il a testé son idée sans aucun risque et il passe pour un défenseur de la raison. C'est brillant et totalement cynique. Ça ne vous rappelle rien? Ce cynisme, on le retrouve de manière éclatante dans la littérature, notamment dans Bel Ami de Maupassant, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Écoutez ce que dit ce journaliste Saint-Potin. Il avoue, sans aucune honte, qu'il invente complètement ses interviews. Pourquoi se fatiguer? La vérité, la rigueur, tout ça n'a aucune importance. L'information n'est plus une quête, c'est juste une marchandise qu'on produit le plus vite possible. Heureusement, tous les journalistes n'étaient pas comme ça. Face à ce genre de dérive, beaucoup ont senti le besoin de réagir, de se dire « Attendez, quel est notre rôle? Quelles sont nos responsabilités envers le public ?» C'est la naissance d'une véritable conscience professionnelle, d'une quête de vérité. Et cette prise de conscience va mener à la rédaction d'un texte absolument fondamental en 1971, la Charte de Munich. Regardez bien les principes. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences. C'est un engagement très fort. N'utilisez que des méthodes loyales. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. Vous voyez? C'est une véritable déclaration de déontologie. Le message est clair, le journaliste est au service du public et de personne d'autre. Et cette défense de la presse, elle traverse les époques. Regardez, d'un côté, Émile Zola à la fin du 19e siècle. De l'autre, la journaliste Élise Lucet, bien plus près de nous. Plus de 100 ans les séparent. Et pourtant, ils disent la même chose. Oui, la presse a des défauts, elle est imparfaite, mais elle est absolument essentielle à la démocratie. C'est elle qui permet aux citoyens de savoir ce qui se passe et de demander des comptes aux puissants. Allez, on fait un bond dans le temps et on arrive à aujourd'hui. Parce qu'il faut bien le dire, l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux a complètement changé la donne. Le champ de bataille de l'information n'est plus du tout le même et de nouveaux mots sont apparus pour décrire cette réalité complexe. Premier mot à connaître, infox. C'est un mot valise, vous voyez, qui mélange information et intoxication. Et c'est un terme très bien trouvé parce qu'il décrit parfaitement ces fausses informations qui ne sont pas créées pour informer, mais bien pour intoxiquer le débat public, pour nous tromper. Deuxième expression,
encore plus inquiétante, les faits alternatifs. Là, on est en plein dans le roman 1984 de George Orwell. C'est l'idée complètement folle qu'un mensonge n'est pas un mensonge, mais juste une autre version de la réalité. On peut dire qu'il y a des millions de personnes à un rassemblement alors que les photos montrent le contraire, et appeler ça un fait alternatif. C'est la négation même de l'idée de vérité. Et tout ça, ça nous mène à un concept qui résume notre époque, la post-vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça décrit un monde dans lequel, pour se faire une opinion, les faits objectifs pèsent moins lourd que les émotions, les croyances personnelles ou les opinions partagées sur les réseaux. Ce n'est pas un hasard si c'était le mot de l'année 2016, ça dit vraiment quelque chose de notre temps. Alors, comment on en est arrivé là ? Le journal Le Monde met le doigt sur un paradoxe terrible. On n'a jamais eu autant accès à l'information. C'est formidable, mais en même temps, on est comme noyé. Il y a tellement de sources qui se contredisent que l'effort de vérifier, de chercher la vérité devient énorme. Du coup, la tentation est grande de juste croire ce qui confirme ce qu'on pense déjà. Et on en revient une fois de plus à George Orwell. Dans 1984, il avait imaginé le concept de double pensée, la capacité d'accepter deux idées totalement contradictoires en même temps. Eh bien, cette double pensée n'est plus de la science-fiction. C'est un vrai défi pour notre esprit critique au quotidien. La destruction de la vérité, qui était un fantasme de roman d'anticipation, est devenue un enjeu politique bien réel. On boucle donc la boucle et on revient à notre question de départ, celle de la citation d'Alfred Sauvy. Dans ce nouveau monde de l'information, dans ce brouillard où le vrai et le faux sont si difficiles à distinguer, comment fait-on pour rester des citoyens éclairés et ne pas devenir des sujets qu'on manipule ? Il n'y a pas de réponse facile, bien sûr. La seule voie, elle est exigeante, c'est de cultiver sans cesse notre esprit critique. Apprendre à douter, à vérifier les sources, à croiser les informations. C'est un effort de tous les instants, mais c'est sans doute le plus important combat citoyen de notre époque.